Tous les samedis, de 9 h à 10 h, retrouvez le magazine de l'actualité lyonnaise. 7 jours à Lyon, présenté par Juvénal Noël. À la une de ce magazine, donc, nous sommes pratiquement dans la période du 14 juillet. Où voir les feux d'artifice à Lyon, on le saura ce matin. Ce matin également, nous irons donc à la rencontre de Madame Marie-Blanche Personnaz, qui est la directrice de Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, qui nous donnera les conseils pratiques pour être à l'abri de la canicule durant tout l'été. Durant cet été, il est possible que nous ayons encore des épisodes de forte chaleur. Même nous reviendrons dans le débordement qu'il y a eu après la victoire de l'équipe nationale d'Algérie à la Coupe d'Afrique des Nations. C'est pas la victoire finale, c'était la qualification au quart de finale aussi. On va retrouver notre nutritionniste Gigi Manut pour les conseils pratiques. Il faut boire, certes, mais que faut-il manger lorsqu'il fait très chaud? Voilà pour le sommaire. Comme tout le monde, j'ai mes défauts. J'ai pas toujours les mots qu'il faut. Mais si tu lis entre les lignes, tu trouveras dans mes chansons tout ce que je n'ai pas su te dire. Il y a des fautes d'impression, des je t'aime un peu brouillons. Des accords malhabiles, tu trouveras dans mes chansons tout ce que je n'ai pas osé te dire. Tu trouveras mes blessures et mes faiblesses, celles que j'avoue qu'à demi-mot. Mais faut pas mes maladresses et de l'amour plus qu'il en faut. J'ai tellement peur que tu me laisses. Sache que si j'en fais toujours trop, c'est pour qu'un peu tu me restes, tu me restes. Il y en a d'autres que t'aimeras, bien plus belles, plus fortes que moi. Si je n'ai pas su te retenir, il y a dans mes chansons tout ce que je n'ai pas eu le temps de dire. Mes blessures et mes faiblesses, celles que j'avoue qu'à demi-mot. Mais faut pas mes maladresses et de l'amour plus qu'il en faut. J'ai tellement peur que tu me laisses. Sache que si j'en fais toujours trop, c'est pour qu'un peu tu me restes. Tu me restes. Tu trouveras mes blessures et mes faiblesses, celles que j'avoue qu'à demi-mot. Mais faut pas mes maladresses et de l'amour plus qu'il en faut. J'ai tellement peur que tu me laisses. Sache que si j'en fais toujours trop, c'est pour qu'un peu tu me restes. Tu me restes. Mes blessures et mes faiblesses, c'est que j'avoue qu'à demi-mot. Mais faut pas mes maladresses, c'est de l'amour plus qu'il en faut. J'ai tellement peur que tu me laisses. 7 jours à Lyon, tous les samedis de 9 h à 10 h. On l'annonçait donc en titre, la fin du mois de juin dernier a été marquée par un épisode de canicule doublé d'un pic de pollution à l'ozone face à une qualité de l'air qui n'arrêtait pas de se dégrader. La circulation différenciée avait été mise en place ce matin. Nous recevons Marie-Blanche Personnaz, qui est la directrice générale de Atmo Auvergne-Rhône-Alpes. Madame, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, très bien.
L'été est là avec son lot de chaleur, des canicules, et on parle de nouveau de pollution. Comment expliquer que chaque été, effectivement, quand la canicule elle, est présente, on parle de pollution? Comment expliquer cela? Eh bien, au moment des forts épisodes de chaleur, il y a également beaucoup de rayonnement UV et il se passe une espèce de chimie de l'atmosphère, si vous voulez, à partir des polluants déjà présents dans l'atmosphère, avec des transformations qui sont très très actives et qui amènent justement à des polluants type ozone. L'ozone, c'est un polluant donc, qui n'est pas directement émis ni par les voitures, ni par les chauffages, ni par les climatisations. C'est un polluant qui arrive simplement par réaction chimique dans l'air. Et c'est un irritant respiratoire et oculaire très puissant. Et alors, puisque c'est prévisible, quelles sont les dispositions qui peuvent être prises ou bien que vous prenez dans le cadre de votre structure? Alors déjà, la première des dispositions, c'est d'arriver à prévoir cet épisode d'ozone et à prévoir les concentrations. Donc, il s'avère qu'il existe des arrêtés préfectoraux qui demandent de faire des cartes de vigilance sur la pollution tous les jours. Donc, on dresse des cartes de vigilance pour le préfet et notamment en période d'épisodes pollués, souvent qui arrivent en même temps que la canicule, eh bien, ces bulletins prévoient des seuils et des dépassements de seuil à partir desquels des dispositions sont prises au niveau des actions. Mais la première des dispositions que l'on prend, c'est évidemment sanitaire, c'est-à-dire de prévenir les populations, notamment les populations sensibles, qu'un épisode d'ozone va arriver et d'arriver à prévoir à peu près quel jour cet épisode va arriver, parce qu'il faut prendre des dispositions particulières. Pour cette année 2019, là nous sommes à mi-juillet pratiquement, est-ce qu'il y a la crainte, est-ce qu'on peut craindre encore de nouveaux épisodes de canicule par exemple? Oui, bien sûr. À partir du moment où il fait plus de 30-35 degrés, on peut prévoir qu'il y aura d'autres épisodes d'ozone. La différence à partir du 14 juillet, c'est qu'on a une baisse notamment de l'activité, à la fois de l'activité industrielle, mais surtout de l'activité transport, ce qui nous permet d'avoir moins de polluants dans l'atmosphère et donc l'épisode, si vous voulez, arrive moins vite. Voilà, à partir entre le 15 juillet et le 15 août. Mais à partir du moment où il fait très chaud, on peut avoir ici, comme d'ailleurs dans de nombreuses régions françaises, des épisodes pollués. Le sud de la France est plus sensible et également, il faut savoir que les régions de montagne sont plus sensibles. L'ozone, c'est un polluant également qu'on va trouver aussi bien à la campagne qu'en ville. C'est vrai qu'on a l'habitude d'avoir beaucoup d'épisodes pollués sur les zones urbaines, notamment l'hiver, par accumulation de polluants. Mais il se trouve qu'en ce qui concerne l'ozone, ce sont des très grandes surfaces qui sont concernées. Et donc, les zones rurales sont également touchées. Par exemple, sur les derniers épisodes qu'on a vécu là, du 24 juin au 2 juillet, et bien sûr, cet épisode-là, les plus forts taux ont été enregistrés dans des zones rurales. 7 jours à Lyon. Tous les samedis de 9h à 10h. Je rappelle à ceux et celles qui se joignent à nous qu'à ce moment que ce matin nous recevons Marie-Blanche Personnaz qui est la directrice générale de Atmo Auvergne-Rhône-Alpes. Elle est venue nous parler donc en fait de comment se comporter durant ces épisodes de forte chaleur et puis elle essaie de nous expliquer en fait ce qui crée effectivement cette pollution à laquelle nous assistons. Marie-Blanche Personnaz, Atmo Auvergne-Rhône-Alpes concrètement, qu'est-ce que c'est comme structure? Alors, Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, c'est une association loi 1901 qui est constituée par voie réglementaire. Il y a des Atmo dans toutes les régions françaises et elles sont constituées à 25% par l'État, 25% des administrateurs sont issus des collectivités, 25% des activités économiques et 25% des associations diverses, notamment de protection de l'environnement, de protection des consommateurs, des personnalités qualifiées de santé, etc. Et donc, on est financé uniquement par des crédits publics pour surveiller la pollution.
Et donc on a une mission réglementaire. Une partie de notre travail, c'est de la mission réglementaire, notamment pour l'État, qui n'a pas de service public dans ce domaine. Et donc on a un agrément pour fournir toutes les données qui vont servir de référence pour la France vis-à-vis de notre région et vis-à-vis du respect par la France des directives européennes. Il faut savoir que sur les épisodes d'ozone, par exemple, on a des valeurs cibles qui sont très largement atteintes. Et dans notre région, chaque année, on comptabilise environ 2,5 millions de personnes qui sont exposées à des valeurs supérieures aux valeurs conseillées par l'Europe. Donc c'est un polluant qui est important et c'est un polluant qui a tendance, contrairement à tous les autres, à augmenter actuellement dans l'air, dans notre région et dans de nombreuses régions françaises, essentiellement liées également au changement climatique. Plus il fait chaud, plus il y a d'ozone. Donc pour l'avenir, c'est un polluant qui va devenir extrêmement important à surveiller. De plus, l'ozone, en période, par exemple, où il y a beaucoup de pollen dans l'air, va avoir un effet important sur l'abaissement du seuil d'allergie. C'était le cas lors du dernier épisode, puisqu'on avait un risque 4 à 5 sur 5 en risque pollinique, puisqu'on était en période de pollinisation des graminées. Donc souvent se superposent dans ces cas-là à la fois la chaleur, l'ozone et quelquefois les pollens. On était dans le dernier épisode vraiment dans ce cas qui était quand même du jamais vu. C'était un épisode pour nous avec des records historiques. Vous parlez donc en fait d'un polluant à surveiller, puisqu'on peut prévoir. Que faites-vous aujourd'hui pour prévoir cela? Alors nous, c'est très simple. On a beaucoup de mesures et on fait des modèles. Et en fonction en fait des dérives météo que l'on voit et des modèles météo, on arrive à modéliser la chimie de l'air. Et donc c'est de cette manière-là d'ailleurs qu'on dresse les cartes de vigilance pour les préfets. À partir du moment où une vigilance est en cours, il y a donc des recommandations sanitaires à la population. Donc ces recommandations, bien, déjà on est souvent en période de canicule, donc il y a déjà des recommandations vis-à-vis de la canicule qu'il faut respecter. Mais en plus, l'ozone, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va arriver surtout dans l'après-midi. La nuit, il n'y aura pas beaucoup d'ozone. C'est dans l'après-midi et le soir que l'ozone est là. Donc par exemple, quand on dit aux gens, il ne faut pas trop courir en période de canicule, il ne faut surtout pas courir le soir quand il y a en plus de l'ozone, mais plutôt le matin. Ensuite, il y aura moins d'ozone à l'intérieur des bâtiments. Donc, il faut rester plutôt à l'intérieur des bâtiments dans l'après-midi et en fin de journée pour les personnes sensibles. Alors, les personnes sensibles, c'est qui ? C'est les enfants, c'est les personnes âgées. Les personnes âgées, attention, sont vraiment très fragiles dans ces périodes-là. Et il faut savoir que sur, par exemple, la période de canicule de 2003, des études ont été faites, et la moitié de la mortalité était liée directement à la chaleur et la moitié à l'ozone. Donc, pourquoi ? Parce que l'ozone va avoir une action sur à la fois l'appareil pulmonaire, c'est-à-dire qu'on a une baisse de capacité pulmonaire en présence d'ozone, et en plus de ça, va avoir un effet cardiaque qui va être lié. Donc tout ça, la recommandation, c'est de ne pas faire d'efforts physiques en période d'ozone, puisqu'on accroît en fait son problème quand on en a un, et on en crée un quand on n'en a pas. On ne fera jamais des performances quand il y a beaucoup d'ozone. Nous recevons donc ce matin Marie-Blanche Personnaz, qui est la directrice générale de Atmo Auvergne-Rhône-Alpes. Ce matin, elle est venue nous apporter un éclairage sur ces situations caniculaires qu'on rencontre régulièrement chaque été, et surtout en fait sur comment se comporter, sur les bonnes attitudes à adopter durant effectivement cette période-là. Marie-Blanche Personnaz, alors dites-nous, là vous avez dit qu'il faut éviter l'exposition au soleil. Apparemment aussi, il y a certains objets qu'on utilise dans la vie courante en fait pour faire le nettoyage et autres dans la vie domestique qu'il faudrait éviter. Qu'en est-il concrètement ? Oui. Parce que les deux grands
polluants qui amènent à l'ozone, ça va être les oxydes d'azote qui sont essentiellement d'origine transport. Et c'est pour ça que les préfets demandent par exemple des circulations différenciées dans ces périodes-là, de manière à essayer de diminuer en fait le taux d'oxyde d'azote dans l'air. Et également les composés organiques volatiles. Alors, les composés organiques volatiles, ça peut être des objets, enfin des produits qu'on utilise pour les nettoyages. Et notamment, souvent l'été, on essaye de faire de la peinture, des choses comme ça. Et il y en a beaucoup dans ce genre de produits. Donc, effectivement, dans les périodes d'ozone, il vaut mieux éviter de faire ce genre de travaux à l'intérieur de sa maison, surtout s'il dégage beaucoup de composés organiques volatiles. Voyez-vous là, vous parlez par exemple de faire la peinture, mais généralement, ça, je pense ainsi, et beaucoup le pensent, généralement c'est la période où on fait les travaux chez soi, on fait la peinture. C'est des habitudes qui sera donc difficile à déconstruire. Y a-t-il un travail qui est fait dans ce sens-là en termes de conseils pratiques? Alors, chaque fois qu'il y a des épisodes pollués, par le biais des préfectures de l'Agence régionale de santé, sont diffusés en fait ces messages. On peut les trouver aussi sur notre site internet. On les trouve aussi sous forme de pictogrammes dans la plupart des messages qu'on envoie par tweet ou par Facebook. Il faut savoir qu'on peut s'inscrire en fait sur notre site pour recevoir tous ces messages en période polluée. Voilà, donc c'est www.atmo-aura.fr et là on peut s'inscrire sur plein de bulletins en fait, notamment pour les personnes qui sont fragiles. C'est intéressant pour eux d'avoir cette information. On peut aussi s'informer par l'intermédiaire des smartphones, puisqu'on a une application qui s'appelle Air2Go et qui permet d'avoir en fait la pollution là où on est, au moment où on se branche sur l'application, et par laquelle on peut se faire envoyer des notifications en période d'épisode pollué. 7 jours à Lyon, tous les samedis de 9h à 10h. Nous sommes avec Marie-Blanche Personnaz, la directrice générale de Atmo Auvergne-Rhône-Alpes. Ce matin, nous la recevons parce que nous sommes en plein été et que malheureusement, en été, généralement, nous subissons en fait ce qu'on appelle la pollution, mais aussi la canicule avec son lot de malheurs. Et il est clair que ce matin, de ce qu'elle nous dit, qu'il faut éviter effectivement de faire des travaux comme la peinture. Il y a beaucoup d'habitudes à déconstruire. Dites-nous, Marie-Blanche Personnaz, quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez au niveau de la sensibilisation dans le travail que vous faites? Alors, la sensibilisation en matière de qualité de l'air est quelque chose d'assez compliqué, dans le sens où, déjà, c'est des phénomènes qui sont en soi difficiles à comprendre et qui ne sont pas forcément très logiques. Donc, ça demande une culture qui, malheureusement, n'est encore pas vraiment enseignée à l'école. Donc on essaye de faire des efforts en matière d'éducation pour ça. Et c'est vrai que dans les nouveaux programmes, il y a beaucoup plus de choses inscrites dans ce domaine-là, de même que dans le domaine du changement climatique. Ensuite, nous, ce que l'on sait, c'est qu'il y a des personnes qui sont plus sensibles à cette information et qui peuvent être, comme on dit, prescripteurs, c'est-à-dire qui peuvent également informer leur entourage parce qu'ils sont particulièrement intéressés. Ce sont les jeunes parents, les parents de jeunes enfants, parce que voilà, ils sont inquiets pour leurs enfants. Ce sont les femmes de manière générale qui sont toujours très sensibles à ce qui se passe vis-à-vis des problèmes de santé et les publics jeunes. Voilà, c'est des publics qui vont être assez prescripteurs. Les autres le seront moins. Là où on rencontre le plus de difficultés, c'est quand on dit attention, les émissions automobiles, votre vieux diesel, votre vieil appareil de chauffage sont polluants. Alors là, les ennuis commencent, si vous voulez, parce qu'on touche directement à des comportements qui sont déjà acquis. Et puis, il faut le savoir, il existait des aides financières pour faire un certain nombre pour changer sa voiture, pour changer son chauffage, mais elles ne sont pas toujours très bien connues encore. Donc, il faut qu'on travaille beaucoup avec les collectivités, avec l'État, pour essayer de rendre plus accessible, en fait, cette information. Parce qu'une fois je pense que la majorité de la population sait qu'il y a des problèmes de qualité de l'air et sont convaincus qu'il faut qu'ils changent quelque chose dans leur comportement au quotidien, de même qu'il faut changer certaines politiques publiques. Seulement entre être convaincu qu'il faut le faire et pouvoir le faire parce qu'on a les moyens ou qu'on a la possibilité de changer, c'est autre chose.
Et on a par exemple fait des campagnes avec des gens qui portent eux-mêmes en fait des petits capteurs pour leur montrer en fait partout où ils vont et qu'ils puissent expérimenter par eux-mêmes. Parce que quelquefois on ne nous croit pas quand on dit un vieux moteur diesel pollue ou votre chauffage pollue, votre barbecue par exemple pollue. Bon, en période d'ozone par exemple, les barbecues au charbon, c'est pas terrible. Bon, ils nous croient pas forcément. Alors, comme ça, ils expérimentent par eux-mêmes. Mais entre le moment où ils expérimentent, ils sont convaincus, en fait, que finalement, ce que l'on dit, c'est vrai. Et puis, le moment où ils peuvent changer leur comportement, il y a un passage à l'acte qui doit être aidé. Soit par des incitations, soit tout simplement en donnant plus d'informations. Si on veut, par exemple, ne pas prendre sa voiture, il faut être sûr qu'on va pouvoir faire soit un covoiturage, soit un transport en commun. Et tout ça, ça n'est pas forcément connu. Donc, c'est tout un ensemble, en fait, qui fera qu'on pourra changer ces problèmes de qualité de l'air. Il n'y a pas que on va réglementer les nouvelles voitures. Voilà. Il y a aussi des comportements dans la ville. Prendre son vélo, c'est pas toujours évident. En plus, en période de chaleur, quelquefois on dit faites pas d'efforts physiques, en même temps on dit prenez le vélo. Il faut reconnaître que c'est pas toujours très cohérent. Voilà. Donc, on a beaucoup à clarifier les messages, je pense, et surtout les répandre beaucoup plus et donner des messages très pratiques. 7 jours à Lyon. Tous les samedis de 9h à 10h. En studio avec nous ce matin, c'est Marie-Blanche Personnaz, qui est la directrice générale de Atmo Auvergne-Rhône-Alpes. Marie-Blanche Personnaz, alors on arrive à la fin de notre échange ce matin. Dites-nous, que retenir en fait et en quelques phrases, conseils pratiques, que faire? Que faire cet été s'il y a de l'ozone? Surtout si vous voulez vous promener, si vous voulez faire un peu de sport, c'est le matin. Évitez en période de zone de faire des efforts physiques l'après-midi, le soir. Évitez de faire des travaux qui vont amener des solvants dans votre maison. Restez plutôt à l'intérieur aux heures d'ozone, c'est-à-dire entre à peu près midi et puis 20h. Et ne sortez qu'après. Et puis, faites attention aux personnes qui sont fragiles autour de vous. Les enfants, surtout les personnes âgées, déjà en période de canicule, pour elles, c'est des périodes un peu dangereuses. Donc, en présence d'ozone, il faut redoubler vraiment de vigilance. Les gens qui ont des problèmes cardiaques, les gens qui ont des problèmes respiratoires, et puis informer autour de vous, les asthmatiques aussi, et les personnes qui ont des allergies. Si en même temps on a des pollens dans l'air, il faut qu'ils sachent qu'ils sont d'autant plus fragiles dans ces périodes-là. Voilà. Et puis, suivez les conseils qu'on vous demande. Quand un préfet met en place une circulation différenciée, eh bien, ce qui serait bien, ce serait qu'on suive quand même ces consignes. Merci beaucoup. C'est pas tout évident parce que je suis de ceux-là qui ont eu du mal vraiment à respecter ces consignes. De toute façon, elles sont importantes, ces consignes. Achetez votre certificat critère, en tout cas. Bien entendu. Merci encore de votre disponibilité à répondre à nos questions. On vous souhaite un excellent week-end. Merci. Bon week-end à vos auditeurs et à vous-même. Au revoir. Au revoir. 7 jours à Lyon. Tous les samedis de 9h à 10h.
sommes rentrés dans notre rubrique consacrée donc à la nutrition, à la santé. Et ce matin, Gigi Manute est là pour nous dire ce qu'elle a bien prévu pour nos auditeurs. Gigi Manute, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Et vous? Alors, ce matin, de quoi parlera-t-on? Ce matin, on va parler de l'alimentation, de l'alimentation dans une période de canicule. Alimentation en période donc de canicule, de forte chaleur, et j'ai envie de dire, on a souvent du mal quand même à manger, à bien se nourrir quand il fait chaud. Oui, voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire? Du coup, l'alimentation pendant la canicule, on va commencer par l'hydratation, vu qu'on en a parlé la semaine dernière lors de la chronique. Nous savons que l'hydratation, elle est importante, que ce soit en période de chaleur ou pas, mais elle est d'autant plus importante lorsqu'il fait chaud. Donc, il est essentiel de bien s'hydrater. Et lorsqu'il fait chaud, il faut savoir que lorsqu'il fait chaud, le corps, il maintient la température stable, ce qui entraîne une dépense d'énergie, du coup une perte d'eau et accentue en fait les risques de déshydratation. Donc, il faut boire entre 1,5 litres d'eau à 2 litres d'eau par jour pour couvrir les pertes d'eau de la journée. Mais ce qu'on note aussi, c'est qu'en fait, on a très peu faim et on boit. Bon, pour que ce ne soit pas seulement de l'eau toute plate, on boit souvent des boissons gazeuses, boissons sucrées. Qu'est-ce qui serait bien de boire en fait? Ce qui est sucré, ce qui est gazeux ou de l'eau plate? Voilà. Il est important de boire en période de chaleur, mais il est encore plus important de savoir quelle eau boire et en quelle quantité. Comme vous l'avez mentionné, les eaux plates et les eaux gazeuses. Il faut faire attention aux eaux plates et gazeuses qui sont riches en sodium. Comment on sait? En fait, il faut lire l'étiquette sur la bouteille. Du coup, et faire attention à la teneur en sel parce que voilà, lorsqu'on boit de l'eau et qu'on prend en quantité ces eaux qui sont riches en sel, on aura notre sang qui sera très riche en sel et qui peut être dangereux. Parce que oui, voilà, ce taux de sel sera absorbé par l'organisme et cela va être dangereux pour la santé et d'autant plus pour les personnes qui souffrent d'hypertension. Donc maintenant, quand on consomme, c'est vrai que c'est écrit sur une étiquette, mais si on a consommé, on peut quand même consommer un tout petit peu, mais comment on sait que l'on a bu la quantité suffisante ou on ne peut plus dépasser? Comment est-ce que l'on peut le savoir? On ne le sait pas. Mais je dirais, il faut faire attention. Il ne faut pas tout le temps prendre de l'eau minérale parce que c'est en fonction de la quantité. Il faut bien choisir l'eau qu'on consomme. Donc, regardez en fait l'étiquette pour savoir quelles sont les teneurs en sel et du coup savoir si on prend par exemple de l'eau qui est très riche en sel. Comme je le dis, essayez de changer, de prendre une eau qui sera moins pour pas aller sur des problèmes de santé, notamment l'hypertension et tout ça. Et pour les personnes qui sont en situation, qui ont une pathologie comme l'hypertension, vraiment éviter de prendre des eaux qui sont riches en sel. Partir plus sur des eaux qui sont pauvres en sel. 7 jours à Lyon. Tous les samedis de 9h à 10h. Pour ceux et ceux qui se joignent à nous, qu'à ce moment, donc, nous sommes dans la partie donc, consacrée dans notre émission donc, à la chronique Nutri Santé avec Gigi Manute qui ce matin nous parle en fait de comment se nourrir, comment s'alimenter en période de forte chaleur. Et là, on parlait effectivement de l'eau, des eaux, qu'est-ce qu'il faut boire et de faire attention donc aux eaux où il y a une teneur en sel. C'est vrai que on peut boire ces eaux-là, mais aussi il y a cette envie de boire, de couper sa soif, comme on dit souvent. Et généralement, on peut prendre quand même une bonne glace ou alors de l'eau très fraîche. Oui, du coup, faire attention également à la température de l'eau que l'on boit. Parce qu'il faut savoir que l'eau, il est déconseillé de boire une eau très très fraîche. C'est vrai qu'en période de canicule, on tend toujours à aller prendre de l'eau fraîche pour se rafraîchir parce qu'il fait chaud et tout. Mais il est important de noter que cela va donner au corps l'impression d'une chute de température. Et du coup, celui-ci va tenter de réchauffer l'organisme d'autant plus. Et cela va
créer une dépense d'énergie et du coup créer une sensation de chaleur derrière. Donc, il faut pas aller directement sur de l'eau très très fraîche, aller plus sur de l'eau température assez, pas très très fraîche du frigo, mais assez légèrement fraîche, juste pour pouvoir vous hydrater, voilà quoi. Également, Gigi-Manu, j'ai vu des gens boire même du thé chaud quand il fait chaud. Est-ce que cela est vraiment conseillé? C'est le même processus que ce que je viens de vous expliquer tout à l'heure par rapport à l'eau fraîche. L'eau chaude aussi, le corps va réagir en fait en conséquent et cela va entraîner une dépense d'énergie parce que le corps tend toujours à ramener cette température à une température stable. Du coup, ça va entraîner des dépenses d'énergie et derrière, on va vraiment avoir cette sensation de chaleur. Donc, au lieu d'être rafraîchi, ça sera l'effet opposé qu'on aura. Pour ceux et celles qui se joignent à nous, qu'à ce moment, nous sommes dans notre chronique Nutri-Santé et notre nutritionniste, donc Gigi-Manu, donc nous expliquait comment boire, ce qu'il faut boire et en quelle quantité pour éviter de mettre l'organisme en difficulté. On a parlé de boire de l'eau et là, boire de l'eau, c'est une chose, mais aussi les quantités. Oui. Est-ce qu'il faut absolument vraiment mesurer ou alors c'est quand on a soif qu'il faut vraiment boire? Bon, deux choses. Il faut pas attendre d'avoir soif pour boire. On l'a dit la dernière fois lors de la chronique parce que la sensation de soif vient vraiment en retard par rapport à la déshydratation du corps. Du coup, il faut boire voilà, continuellement dans la journée, mais il faut faire attention à la quantité d'eau qu'on prend parce que lorsqu'on boit trop, on a un volume supérieur à 3 litres, 2 litres d'eau par jour, voire 3 litres, ça devient dangereux pour le corps. Du coup, il faut savoir boire, mais en faisant attention à la quantité qu'on prend. Après, si on boit trop, il y a les cellules du corps qui réagissent, ils absorbent l'eau, ils se gonflent, on a les organes qui se gonflent et cela peut être dangereux pour la santé. Donc, même une trop grande quantité d'eau, de consommation d'eau, peut être dangereuse pour la santé. Oui. 7 jours à Lyon, tous les samedis de 9h à 10h. C'est maintenant donc avec notre nutritionniste Gigi-Manu, on parle de ce qu'il faut consommer, comment se nourrir en période de forte chaleur. On a parlé de l'eau et des quantités à boire. C'est vrai qu'on a souvent très peu faim, on n'arrive pas vraiment à se nourrir. Que peut-on manger et comment doit-on se nourrir? Qu'est-ce qu'on doit manger en période de grande chaleur alors? Oui, c'est comme vous l'avez dit, en fait, on a très peu faim. En fait, c'est le corps qui, c'est dû à l'organisme et tout ça parce qu'en période de chaleur, les quantités qu'il faut consommer sont à revoir. Il faut consommer de petites quantités. Cela ne veut pas dire qu'il faut rester sur sa faim, non. Il faut juste fractionner ses repas durant la journée pour éviter de prendre de grosses quantités en une fois. Du coup, on fractionne pour prendre de petites quantités durant toute la journée. Cela évite au corps de trop dépenser de l'énergie lors de la digestion et de nous maintenir comme ça dans une température stable pour pas avoir trop chaud derrière. Fractionner les repas, c'est une chose, mais pour ceux qui sont comme moi, généralement, je mange du mal à manger. Y a-t-il des aliments qui sont plus conseillés, qui sont meilleurs en cette période que d'autres? Oui. Voilà, pendant cette période de chaleur, ce qui est conseillé, en fait, c'est plus les aliments qui sont riches en eau. Aller sur des fruits et des légumes. Par rapport aux légumes, vous pouvez aller sur la salade, aller sur des recettes d'été comme les gazpacho, les compotes. Misez vraiment sur la salade, allez sur les fruits qui sont riches et les légumes qui sont riches en eau, comme la tomate, les concombres, le melon, la pastèque.
Ça aide à rafraîchir le corps et éviter certains aliments qui, au contraire, vont entraîner en fait une grosse dépense d'énergie, du coup entraîner de grosses sensations de chaleur derrière, comme les viandes, les protéines animales, qui sont de grosses molécules, hein. Donc leur digestion nécessite vraiment un gros travail derrière, parce que ce sont des molécules qui vont être digérées, découpées en petits morceaux pour faciliter la digestion, ce qui entraîne un gros travail de l'organisme et de grosses dépenses d'énergie, et donc beaucoup de sensations de chaleur derrière. Merci beaucoup Agi Manut pour cette contribution de ce week-end. Merci à vous. Seul sur le sable, les yeux dans l'eau, mon rêve était trop beau. L'été qui s'achève, tu partiras à 100 000 lieues de moi. Comment oublier ton sourire et tellement de souvenirs. Jeux dans les vagues près du quai, je n'ai vu le temps passer, l'amour sur la plage désertée, nos corps brûlés enlacés. Comment t'aimer si tu t'en vas dans ton pays loin là-bas? Va, va, va. Things you do make me crazy about you. Pourquoi tu pars? Reste ici. J'ai tant besoin d'une amie. Helen, things you do make me crazy about you. Pourquoi tu pars si loin de moi? Là où le vent te porte, loin de mon cœur qui bat. À Lyon, les réseaux TCL seront-ils gratuits? Les conclusions d'une étude sans équivoque le disent. Donc, la présidente du Citral, Fouzia Bouzerda, donc, l'avait promis. Une étude indépendante et externe sur la gratuité du réseau TCL a été commandée au laboratoire aménagement économie transport. Elle a donc été menée par Yves Crozet, Bruno Fèvre d'Arcier, Aurélie Mercier, Guillaume Monchambert et Pierre-Yves Peggy. Les conclusions viennent donc d'être dévoilées et elles ne laissent aucune place au doute. Selon le groupe des chercheurs, la gratuité des TCL nuirait à la qualité du réseau, voire entraînerait sa dégradation ou aurait également un impact réduit sur la réduction de la voiture en ville. Se ferait donc au détriment du vélo et de la marche à pied, freinerait également les investissements et obligerait les collectivités à augmenter grandement leur participation financière à la politique des transports.
Les débordements après la victoire de l'Algérie, donc jeudi soir, les Algériens ont célébré la victoire des Fennecs face à la Côte d'Ivoire dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations, alors que l'Algérie s'est qualifiée pour les demi-finales de la CAN. Face à la Côte d'Ivoire au tir au but, Lyon a de nouveau vécu des affrontements entre les supporters algériens et les forces de l'ordre. En effet, la police avait fermé le pont de la Guillotière dès le coup de sifflet final. Cependant, les heurts ont commencé dès la tombée de la nuit. 2 policiers ont été touchés par des projectiles. Le carrousel de la Guillotière a été endommagé par des supporters qui ont forcé les grilles et escaladé le manège. De nombreuses poubelles ont été incendiées pendant que la police cherchait à déloger les supporters échaudés du manège avec du gaz lacrymogène. Du côté de Bellecour, l'ambiance n'a pas viré aux dégradations. Les supporters des Fennecs ont remonté la rue de la Barre. Seuls les toits des voitures enfoncés et la chute d'un jeune homme en scooter sont à dénombrer. La capitale des Gaules, donc, a pour habitude d'organiser sa fameuse parade militaire du 14 juillet un jour d'avance. Voici donc ce qui est prévu dans les grandes lignes. Dès 11h30, gendarmes et militaires s'élanceront donc cours Franklin Roosevelt dans le 6e arrondissement de Lyon. Les soldats paraderont jusqu'à la tribune officielle, place du maréchal Lyotet. La rédaction donc et tous nos confrères donc ils seront aujourd'hui. Ce ne sera pas demain, pas du tout donc. Ce sera aujourd'hui comme à l'accoutumée. C'était 7 jours à Lyon. Bonne semaine avec Radio Pluriel.